Grand jury ce dimanche avec Tidiane Sylla, ancien ministre du président Abdou Diouf, ancien du BOM, Bureau, Organisation et Méthode, et enseignant en management au CESAC et à l'Institut africain de management. Son livre, Management en contexte africain. Plusieurs sujets seront également abordés. L'administration sénégalaise, les entreprises publiques et privées, le tourisme et le transport aérien, le PSE, l'actualité politique. Participez à l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Mahmoudou Ibra Kane face à Tidiane Sylla. Grand Jury de 11h à midi ce dimanche sur la radio Futur Média. La voix de Sokhna Natambaye. Merci, mesdames, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver après un dimanche. Je n'étais pas là et Antoine Diouf a, comme d'habitude, présenté avec brio cette émission Le Grand Jury qui a le plaisir de recevoir ce dimanche monsieur Tidiane Sylla. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre première comparution à cette émission. Rassurez-vous, vous n'êtes pas dans le box des accusés. Ancien ministre sous la présidence Abdou Diouf, secrétaire général de la présidence de la République, ancien du BOM, Bureau, Organisation et Méthode, qui a secrété l'école de gestion CESAC, dont vous avez été le premier directeur. Vous êtes aujourd'hui encore enseignant en management au CESAC et à l'IAM, Institut africain de management. Vous êtes aussi administrateur de West Africa Rating Agency, WARA, et PCA de la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum. Vous êtes titulaire d'une maîtrise de psychopathologie, on n'en parle pas souvent, de l'université René Descartes de Paris 5 Sorbonne en France et d'un MBA d'HEC Montréal au Canada. Tidiane Sylla, vous venez de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal un ouvrage intitulé Management en contexte africain, l'ethno-logique en question, un livre fruit de votre expérience théorique et pratique. Quelle est l'idée générale de cet ouvrage? Merci Mahmoudou. Laissez-moi d'abord le plaisir de dire bonjour à tous vos auditeurs et de vous remercier aussi de m'avoir invité pour parler de ce livre et entre autres et certainement de mon expérience dans différentes positions que j'ai occupées pendant ma carrière. Alors ce livre, l'idée générale, c'est que il y a un regard qui est jeté sur la gestion des entreprises africaines et ce regard est un regard, comme je dis, qui vient de l'ethnologie. Et l'ethnologie a théorisé sa vision de l'Afrique depuis le 19e siècle. Et aujourd'hui encore, on a tendance, chaque fois qu'il y a des dysfonctionnements dans les entreprises africaines, à réduire ces dysfonctionnements à l'inadaptation de la culture africaine à l'entreprise moderne et à la modernité en général. Et quand on parle de culture africaine dans ce contexte-là, on se rend compte que c'est une vision de la culture africaine qui a été érigée depuis le 19e siècle. Nous aurons l'occasion de développer ce point-là. Alors, vous battez en brèche la thèse culturaliste, justement, de l'entreprise africaine tendant à réduire le management à la culture. Mais ma question est la suivante. Peut-on déconnecter le management de la culture, voire de la civilisation et du moment et du lieu et du milieu? Vous avez parfaitement raison, on ne peut pas les déconnecter. Le management, il faut le dire, est un phénomène de culture, bien entendu. Mais elle ne se réduit pas à la culture. En fait, ça aussi, c'est un des points que j'aborde et que je développe dans les livres, parce que le management s'exerce toujours dans un contexte. Et dans ce contexte, il y a bien sûr la culture. Mais dans ce contexte, il y a aussi la forme d'organisation. Il y a ce que j'appelle la configuration de l'organisation que vous dirigez. Quand vous dirigez, mettons, le bureau organisation et méthode, ou l'école de gestion que j'ai dirigée, et quand vous dirigez Dakar Marine, vous dirigez deux entreprises qui n'ont pas les mêmes configurations structurelles. Vous êtes toujours dans le même milieu culturel, qui est le milieu culturel du Sénégal. Donc, les différences de gestion d'une entreprise comme l'école de gestion ou comme le BOM, ou l'organisation comme le BOM, par rapport à Dakar Marine, ne peuvent pas s'expliquer seulement par la culture. Et je pense que c'est ça l'erreur fondamentale des culturalistes, c'est de ramener la variabilité des pratiques de gestion et de l'expliquer par la culture. La culture est une des dimensions, le contexte organisationnel est une autre dimension,
Mais il y a aussi des phénomènes de pouvoir qui peuvent se poser dans les organisations qui ne sont pas les mêmes. Si bien que quand on dirige un hôpital ou quand on dirige une école de management ou quand on dirige le BOM, on ne la dirige pas comme on dirige la Soboa ou comme on dirige Dakar Marine. Oui. Et donc on ne peut pas dire que la différence entre ces pratiques de management s'explique par la culture. Le management, c'est d'abord une théorie. Quelles sont les différentes approches? Bon, on connaît l'école classique déjà, tout est parti de là. Oui. Tout est parti de là. Alors, moi je dirais d'abord que fondamentalement, le management s'adresse à des hommes, s'adresse à des êtres humains. Et sa tâche fondamentale, c'est de les amener à coopérer pour produire un résultat collectif. Maintenant, et en produisant ces résultats collectifs, en maximisant bien entendu leurs points forts et en minimisant leurs points faibles. Maintenant, pour obtenir ça, bien entendu, vous avez besoin d'avoir derrière des systèmes de prise de décision, de planification et de contrôle. Malheureusement, on a tendance à réduire la dimension sur ces aspects technocratiques en oubliant qu'il s'agit d'une activité qui s'adresse à des hommes et que la tâche fondamentale du management, c'est d'amener ces hommes à coopérer et à produire un résultat collectif. Et pourquoi c'est comme ça? Vous avez abordé un peu la question, c'est que le management ne vient pas de l'université. C'est des praticiens qui, à un moment donné, ont réfléchi sur leur pratique et ont théorisé cette pratique dans des théorèmes fondamentaux, dans des doctrines, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'école classique. C'est Taylor, c'est Fayol, c'est Chester Barnard. Tous ces auteurs ont eu un moment d'abord à être des chefs d'entreprise ou des consultants ou des cadres au niveau des grandes entreprises et ils ont théorisé leur pratique. C'est ça qui a donné ce qu'on a appelé l'école classique. Ouais. Bon, et quand on parle de Taylor, on pense nécessairement à la taylorisation. Tout à fait, oui. Tout à fait. Oui. Même s'il faut rendre justice à Taylor, mais c'est pas, je pense, l'objet de ce débat, parce que Taylor a été réduit quand même à des choses très, à ce qu'on a appelé la taylorisation, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une dimension humaniste chez lui. Il voulait aussi, à terme, réconcilier les besoins des entreprises, les besoins des patrons et les besoins des ouvriers. Il souhaitait que les gains de productivité puissent être partagés. C'était ça, un de ses... Évidemment, le management, les managers n'ont pas, le monde industriel n'a pas retenu cette dimension de Taylor. On a surtout retenu ce qui améliorait la rentabilité et la productivité, mais on n'a pas partagé les gains de productivité. Et c'est ça qui a fait problème dans les entreprises à un moment donné, qui a fait les insatisfactions, les conflits qui sont apparus. Oui, le management, une science, un métier, un art, c'est quoi? C'est tout ça. C'est tout ça. Oui. Parce que je suis très provocateur des fois quand je dis que le management, on ne peut pas réduire le management à une science. Parce qu'une science a quand même pour vocation de faire de la recherche systématique pour créer des choses utiles, pour créer, disons, des connaissances sur le réel. Une profession comme la médecine aussi repose sur des pratiques codifiées, repose sur un certain nombre de disciplines scientifiques comme la physiologie, comme par exemple aussi certaines sciences, la biologie et tout ça, et il y a des pratiques médicales qui sont codifiées. Le management ressemble un peu à tout ça. C'est-à-dire que les gens qui présentent le management comme une science vous diront oui, dans l'approche scientifique du management, comme Taylor l'a essayé dans son premier ouvrage, c'est ça, c'est gestion scientifique des entreprises. Il a voulu, à partir d'une approche, disait-il, scientifique, d'observation, d'analyse, de découpage, de mesure, essayer de voir quelle était la meilleure façon d'effectuer les activités au niveau des entreprises et d'améliorer l'efficience et l'efficacité de ces entreprises-là. Alors, donc les gens qui disent le management est une science se reportent un peu à cette vision taylorienne. D'autres vous diront oui, mais le management c'est aussi un peu comme dans certaines professions, on peut professionnaliser le management. Aujourd'hui il y a des formations MBA, les gens qui en sortent. Alors moi je rappelle toujours une chose, c'est que si vous allez dans des pays comme l'Allemagne, les grandes entreprises ne sont pas dirigées par forcément des gens qui viennent d'écoles de management. La légitimité du dirigeant allemand se fait à partir de l'exercice, de l'expérience acquise dans le secteur
des métiers de l'entreprise et ils montent jusqu'à arriver à des positions de direction. Mais aussi du flair. Alors, le flair, c'est un autre aspect, c'est-à-dire que parce que justement, dans le management, vous avez besoin d'innovation, parce que dans le management, vous avez besoin aussi de créativité, l'intuition va avoir sa place dedans. Mais quand vous dites ça, donc vous voyez que vous glissez vers l'art. C'est pourquoi j'ai dit qu'on est dans tout ça. Oui, le management est un art aussi. Voilà, quelque part c'est un art. Parce que si vous dites la tâche du management, c'est d'amener des hommes à coopérer et à produire un résultat collectif, vous convenez qu'à ce moment-là, ça prend un certain art pour créer l'harmonie dans cette coopération, la motivation des hommes pour se mobiliser sur les objectifs, et voilà. Alors, dès l'introduction de ce livre, Management en contexte africain, l'ethno, je le répète encore, tiré, logique en question, vous écrivez à propos du management, justement, les afro-pessimistes soutiennent que les cultures africaines sont dominées par la mentalité communautaire qui s'oppose au fonctionnement de l'entreprise capitaliste fondée sur l'individualisme et la recherche du profit. Ils ajoutent, ces afro-pessimistes, que la pression communautaire prive le salarié africain de toute capacité d'autonomie et que le poids du sacré et la croyance en la sorcellerie rendent difficile la pratique d'une gestion rationnelle. Que voulez-vous dire? Que le management n'a pas de racines africaines? Non, c'est pas le point. C'est justement, je pose et je critique les stigmatisations. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des dysfonctionnements dans les entreprises, des mauvaises performances, au lieu de regarder ça objectivement, au lieu de les analyser de façon objective, on va interpeller les Africains sur leur culture en disant oui, mais s'il y a un sureffectif, c'est parce que la mentalité communautaire fait des pressions pour qu'on recrute le cousin, le parent, et ainsi de suite, donc il y aura un sureffectif. Donc la mentalité communautaire. S'il y a par exemple certains dysfonctionnements au niveau de la concurrence au sein de l'entreprise, on va dire oui, mais on ne peut pas l'obtenir parce que ici l'individu n'est pas considéré, les gens vont toujours se retrancher dans leur ethnie, donc on a des explications qui sont à mon avis des explications fallacieuses. Cette thèse, vous la rejetez? Je la rejette. D'abord parce que c'est une vision de la société africaine, comme j'ai dit, qui a été fabriquée par les ethnologues depuis le 19e siècle, qui ne correspond plus à la réalité de l'Afrique que nous vivons aujourd'hui. D'où le combat de Cheikh Anta Diop, par exemple. Par exemple, oui. Par exemple, Cheikh Anta Diop a, dès le départ aussi, fait partie de ces des auteurs, comme on dit, afrocentrés, c'est-à-dire qui essayent de partir de l'hypothèse qu'on a maltraité l'Afrique dans la vision, disons, scientifique des Européens, et qu'il fallait se doter d'une approche épistémologique qui permet non seulement de critiquer ces thèses-là, mais de montrer quelle est la place de l'Afrique. C'est un peu en revenant sur ça que je critique cette ethnologie qui tend à tout ramener à l'ethnie, au groupe et à la pression du groupe sur l'individu pour expliquer que dans l'entreprise, l'Africain ne puisse pas se comporter comme on l'attend, c'est-à-dire être un sujet responsable qui accepte des objectifs, qui réalise ces objectifs et qui accepte le contrôle et qui aussi a une notion de ce qu'est la performance, ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, quand on regarde nos sociétés africaines, on se rend compte que j'ai fait la critique, par exemple, dans ce livre, de l'analyse qui est faite de la Société d'électricité du Cameroun par l'équipe de Philippe Dilibarne, parce que toutes les mauvaises performances, la centralisation qu'on a observée dans cette société-là, les auteurs qui ont fait l'étude ont dit oui, mais c'est comme ça parce que dans la culture africaine, c'est une culture qui sécrète la centralisation. En disant ça, on oublie une chose. On est dans une société d'État, dans la société du Cameroun, que c'est une société, justement, je parlais de configuration, à configuration mécaniste, que toutes les études montrent que dans ce genre de structure mécaniste, quand elles sont en plus des sociétés d'État, il y a une tendance à la centralisation des décisions, parce que c'est l'État qui nomme le directeur général, c'est l'État qui fixe les règles de fonctionnement dans un décret d'organisation, les règles de fonctionnement de ces entreprises-là. Donc, l'environnement même de management de ces entreprises
a tendance à les orienter vers une centralisation, une bureaucratisation. Donc on ne peut pas tout imputer à la culture africaine à ce moment-là. Là, on fait une critique à l'intérieur de ce truc-là. Oui. Voilà. Invité du grand jury, Tidjane Sylla, enseignant en management, ancien ministre sous le président Abdou Diouf. Ma question, à la suite de ce que vous venez de dire, est-ce qu'il n'y a pas eu, dans certaines de nos pratiques traditionnelles en Afrique, quelque chose qui a pu relever du management sans qu'on en soit finalement conscient, du genre nous avons eu à faire du management sans le savoir, à l'image de l'autre qui faisait de la prose sans le savoir. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que chaque fois que l'individu est pas capable de réaliser seul une tâche, il y a un besoin d'organisation qui se crée à ce moment-là. Chester Barnard rappelle qu'effectivement la notion d'organisation émerge face à l'incapacité de l'individu de réaliser seul les tâches. Donc on a besoin de se mettre ensemble pour le faire. Donc on peut dire effectivement que l'action collective comme telle, l'action collective pour réaliser des activités et obtenir un résultat est quelque chose qu'on trouve dans, à mon avis, toute société humaine. Et même on peut même dire que ceux qui observent les animaux montrent que des fois ils sont capables de s'organiser pour chasser. Donc chaque fois, et pourquoi ils s'organisent pour chasser? Parce qu'ils se rendent compte que l'individu seul ne peut pas atteindre le but. Donc il y a des stratégies qu'on met en place pour organiser les gens. Bon. Maintenant, le management, ce qu'on appelle aujourd'hui le management, est quelque chose qui a été daté. Justement, voilà. De quand le date-t-on? Bon, on le date de la révolution industrielle, parce que la révolution industrielle a quand même montré l'obsolescence du mode de production artisanal. La révolution industrielle a vu une nouvelle configuration des sociétés européennes avec l'existence de grandes villes, avec les progrès du transport, les interactions qui se développent. Quand vous êtes dans un environnement comme celui-là, on se rend compte que le mode de production artisanal n'est plus suffisant et qu'il faut changer ce mode de production. Il y a un besoin d'avoir des outils plus capitalistiques pour avoir plus d'effets d'entraînement et pour avoir plus de production. Je vais donner un exemple. On est ici au bord de la mer. Quand vous regardez à la plage de Soumbédioune les bateaux qui arrivent aujourd'hui, comparez-les, les bateaux, les pirogues qui arrivent, comparez ces pirogues aux pirogues que René Caillé avait trouvées quand il a Pinet Laprade a trouvé quand il a découvert Dakar en 1857, on se rend compte que ça n'a rien à voir. Parce que nourrir le ventre de Dakar aujourd'hui et nourrir le ventre de Dakar à cette époque-là, c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, vous voyez que l'outil de travail a changé, est devenu plus performant. Donc il y a eu des investissements, il y a eu des choses pour créer cet outil-là, et il y a une organisation nouvelle quand les gens s'organisent pour aller pêcher. En fait, c'est le mode de production artisanale qui devient obsolète dès l'instant où on passe d'une certaine taille de marché, d'une certaine taille quand on a besoin d'une certaine taille d'efficacité, on a besoin de changer effectivement le mode de production artisanale. Et c'est comme ça que l'entreprise industrielle a émergé au tournant du 19e siècle, la fin du 19e siècle en Occident. Oui. Mais Djily Mbaye, Ndiouga Kébé, Bara Mboup, père de Serigne Mboup, oui. Est-ce qu'on peut les appeler des managers? Oui. C'était des managers, parce que c'est très intéressant d'ailleurs, parce que par rapport à je prends par exemple le cas de Djily Mbaye. Il y a un exemple, je pense que tu penses certainement, dont je parle souvent, c'est l'importance des valeurs pour les managers. Djily Mbaye a été un investisseur reconnu ici dans ce pays. Mais si vous avez bien vu sa démarche, au moment où le tourisme s'est développé, c'est un homme qui n'a jamais investi dans le secteur du tourisme parce qu'il estimait que ses valeurs de musulmans et ainsi ne l'incitaient pas. Et vous avez été ministre du tourisme. Voilà, à investir dans ce secteur-là. Oui. Donc, mais c'était des managers, oui. C'était des managers qui ont créé des affaires, Oui, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la notion de champion économique. Ils ont été des champions économiques avant l'heure. Avant l'heure, tout à fait. Et Serigne Mboup est dans cette tradition-là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour un homme comme Serigne Mboup parce que c'est quelqu'un qui est vraiment orienté résultat, qui est vraiment orienté performance et qui aussi sait s'entourer. Parce que dans beaucoup de
beaucoup de développement, disons, des hommes d'affaires, pas seulement en Afrique d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Quand vous démarrez une entreprise seule, la grande difficulté, c'est une fois que l'affaire se développe, de redéfinir votre place dans le système et de savoir vous entourer. Et ça, je pense que la grande force de Serigne Mboup, c'est d'avoir réussi ça, d'avoir réussi un moment à redéfinir sa position dans l'entreprise que son père lui a laissé, qu'il a développée, et de s'entourer de gens qui permettent aujourd'hui que l'entreprise soit une des belles réalisations de ce pays. Et on a eu des marabouts, des chefs religieux entrepreneurs. Oui, vous pensez à? Oui, et ils sont nombreux, notamment dans le domaine de l'arachide. On en connaît, il n'y a pas longtemps, nous avons perdu Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, qui a créé Sokosim, Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma, Serigne Fallou a été également très présent dans l'agriculture, tout comme tous ses successeurs d'ailleurs. Nos chefs religieux, c'est quelque part aussi, est-ce qu'on peut les appeler des entrepreneurs, des managers? Disons que ce qu'il faut retenir... Je pose des questions de contexte pour permettre aux communs des mortels de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Disons que pour moi, c'est la preuve qu'il y a une mauvaise perception sur la société africaine. Ouais. Parce que ces gens-là sont positionnés surtout comme des agents de changement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont compris un moment que l'environnement qu'il y avait autour de nous avait besoin aussi qu'ils participent au changement de cet environnement-là. Par exemple, quand ils investissent dans des entreprises privées, comme vous parliez de Sokosim, ou quand ils participent au développement de la culture arachidière, qui était à un moment la principale richesse de ce pays. C'est vrai, certains soutiennent la thèse contraire en disant que c'était plutôt des rentiers. Ouais. Bon, oui. On a le regard qu'on veut sur la question. C'est vrai que c'était pas des capitaines d'industrie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils n'ont pas tourné le dos à l'existence, disons, de ce monde économique moderne qui était en train de se développer, et ils ont voulu apporter leur participation à ça. Et ils ont généré des capitaines d'industrie. Voilà. Je prends l'exemple d'un Cheikh Amar, on sait bien ses relations avec Serigne Saliou Mbacké, par exemple, ne serait-ce que cet exemple. Tout à fait. Non ? Tout à fait. Alors, vous faites le constat que les entreprises publiques créées par les États africains au lendemain des indépendances n'ont pas atteint leurs objectifs économiques et commerciaux. Mieux ou pire, elles ont aggravé les déficits publics et monopolisé d'importants capitaux qui auraient pu être utilisés dans d'autres secteurs de l'économie. Au Sénégal, puisqu'on parle de ce pays, on a connu le sort de la BNDES avec son fameux compte K2, le scandale de l'ONCAD. Quelle compréhension managériale peut-on avoir de cet échec? Alors, d'abord, il faut revenir au contexte. Il faut voir que les années 70 ont correspondu à une période de croissance rapide du secteur des entreprises publiques, et notamment ce qu'on a appelé les sociétés d'économie mixte, qui se sont développées très très rapidement. Et on a vu que, par exemple, dans les années, disons, si on prend 1980 comme repère, on regarde les années 70, on se rend compte que alors que les établissements publics, ce qu'on appelait les établissements publics, étaient quelque chose comme une vingtaine, 25, les sociétés d'économie faisaient le double. Et cette intervention de l'État dans le secteur commercial était sans doute nécessaire à un moment, parce que l'État était le seul à avoir les capitaux et la possibilité d'investir dans ces entreprises qui étaient créées et qui étaient des entreprises qui devaient participer au développement du pays, à la croissance, notamment la création du richesse et à la croissance du PIB. Mais ce qui s'est passé, si on revient aussi aux années 70, dans l'environnement de ces entreprises-là, si vous sortiez la faculté de sciences économiques et l'IUT, il n'y avait pratiquement pas d'institutions qui donnaient des formations en gestion. Donc, on avait des entreprises où très rapidement, le personnel qui occupait des positions certainement d'encadrement et dans ces entreprises n'avait pas toujours les formations requises. Ces personnes qui les avaient peut-être acquises à l'étranger, mais au sein du pays, il n'y avait pas grand-chose. Il faut aussi rappeler que les années 70, la fin des années 70, enfin le milieu des années 70, c'est les premiers chocs pétroliers, 78, deuxième choc pétrolier, donc l'environnement international a complètement changé. Donc ces entreprises se sont retrouvées prises, d'une part,
par les tourments de l'environnement international qui faisaient que l'État n'avait plus le moyen de continuer sa politique de subvention à ces entreprises-là ou sa politique d'appui à ces entreprises-là. D'autre part, on avait au niveau interne l'insuffisance de ressources humaines bien formées à la gestion au management pour diriger ces entreprises-là à tous les niveaux. Alors, les études qui ont été menées à cette époque ont surtout pointé le doigt sur l'insuffisance de formation managériale au niveau de ces entreprises-là. C'est ça qui a été à la base de la création de l'École supérieure de gestion des entreprises qui a donné le CESAC. Oui, mais où était le BOM? Alors, le BOM... Bureau organisation et méthode, cher à Léopold Sédar Senghor. Justement, le bureau organisation et méthode, pendant ces périodes-là, a joué un rôle très important. Un rôle au niveau de ces missions traditionnelles, donc des diagnostics pour révéler les dysfonctionnements, des formations pour former les personnels de ces entreprises, et aussi mieux, beaucoup de cadres du BOM à cette époque ont été affectés dans des entreprises publiques pour conduire des missions de redressement. Faut pas oublier ça. Oui, mais est-ce qu'il a su anticiper? Disons, on aurait pu ne pas en arriver là, non? Oui, si, je pense que à cause des choses dont j'ai parlé, la péjoration de l'environnement international et l'absence de ressources humaines formées au management dans ces entreprises était déjà un problème. Étaient vraiment les causes les plus fondamentales. Et le BOM, il ne faut pas oublier, on était une vingtaine de conseillers en organisation. Il ne faut pas oublier, on était une vingtaine de conseillers. Et vous y étiez. Le BOM dirigé, qui a eu comme premier directeur, vous me le disiez tout à l'heure, il y a Moustapha Fall et il y a eu André Sonko. Moi, quand j'étais pendant toute la période où j'étais au BOM, c'est André Sonko qui dirigeait le bureau organisation. On était une vingtaine de conseillers en organisation. Après les Patendiaï est venu, voilà, et Wahab Tala d'abord, et puis Patendiaï ensuite. Oui. Alors le BOM en ces années-là? Alors le BOM en ces années-là, c'était pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Parce que, justement, on était dans un environnement où il n'y avait pas d'institution qui dispensait des formations en gestion. Véritablement. Parce que l'IUT, c'était un bac+2. C'était un DUT qu'il donnait. Dans les années 70, j'entends bien. Et la faculté des sciences économiques, c'était un diplôme de sciences économiques. Donc, il n'y avait pratiquement pas de formation en management. On est arrivé au BOM. On était une vingtaine de cadres, je disais tout 25 cadres à cette époque-là, recrutés depuis les sciences de l'ingénieur jusqu'à la psychopathologie, comme vous disiez tout à l'heure, pour constituer cette équipe, disons l'équipe du BOM. Et Senghor avait décidé qu'on aurait des formations de type MBA. Il y avait un plan de formation financé par le PNUD. Et nous avons effectué nos formations MBA à l'étranger et nous sommes revenus. Mais nous sommes revenus dans un environnement où tout était à créer. Dans les années 70, on avait hérité un appareil administratif de la colonisation et il fallait développer cet appareil administratif et d'entreprise en créant de nouvelles institutions. Une des missions premières qui m'a beaucoup marqué au BOM, c'est la création de l'ISRA. Parce qu'il ne faut pas oublier que la recherche, dans ces années-là, les instituts de recherche étaient souvent des antennes d'instituts français qui étaient reliés encore à des centres en France et des équipes de Français et de Sénégalais de la recherche tropicale française, agronomique et tropicale française à cette époque. Donc quand Djibril Sène a été nommé ministre de la Recherche scientifique, il a voulu qu'on crée l'ISRA. La décision. Donc, le travail du BOM a été de faire le diagnostic de l'ensemble de ces institutions et de proposer le schéma de leur intégration dans l'ISRA pour créer l'ISRA. L'ISRA est sorti de là, de ces études-là. Donc, c'était une période vraiment exaltante parce que c'était une période de création, c'était une période de conception. Et le président Senghor avait une grande confiance dans le BOM à cette époque-là. Il nous consultait beaucoup sur les études, sur les notes qu'on faisait et surtout aussi par l'action de formation qu'on faisait en direction des cadres de l'administration et des entreprises publiques. Donc c'était vraiment une période exceptionnelle que nous avons vécue dans ces années 70. Si vous me permettez de conduire, aujourd'hui le BOM a été ressuscité récemment, mais l'environnement a complètement changé.
Parce qu'aujourd'hui, dans l'environnement, il y a des écoles de management qui existent, le CESAC existe, l'IAM existe, l'ISM. Vous avez aujourd'hui beaucoup de cadres formés dans ces institutions et à l'étranger pour faire des MBA. Oui. Donc l'environnement a complètement changé. Justement, on va y arriver en suivant un peu les différentes évolutions à travers les différents présidents qui ont eu à diriger ce pays. Mais avant d'en arriver là, il y a quand même, on faisait une analyse de l'échec des entreprises publiques créées au lendemain des indépendances. Mais vers le FMI, Fonds monétaire international, et la Banque mondiale qui préconisent presque des potions magiques, privatisation et liquidation, finalement, les entreprises privatisées, succédant à ces entreprises publiques qui ont eu des difficultés ou qui ont fait tout simplement faillite, ont-elles fait mieux? Ok, deux choses. C'est vrai que dans ce qu'on a discuté tout à l'heure, il fallait compléter, c'est que ces entreprises publiques qui ont eu une croissance rapide, les sociétés d'économistes notamment dans la période des années 70, ont connu des problèmes de sureffectifs, d'explosion des subventions de l'État, ainsi de suite. Donc, effectivement, les programmes avec le FMI ont conduit au programme d'ajustement. Des détournements aussi. Oui, il y a eu des détournements, bien entendu. Donc, il y a eu des, un programme moins d'État, mieux d'État pour recentrer l'action de l'État. C'est-à-dire que l'État n'avait pas à être dans des sociétés commerciales, mais à revenir à son travail, pouvoir plutôt régalien. Et je dois préciser, Mamoudou, à ce niveau, que quand j'étais ministre délégué chargé de la réforme du secteur parapublic, dans le programme de privatisation, il était entendu, il était noté que ce qu'on appelait les entreprises stratégiques ne devaient pas faire l'objet de privatisation. Donc, les entreprises stratégiques, c'est les entreprises justement des grands services publics, comme l'eau, l'électricité, le téléphone, ainsi de suite. Vous le maintenez encore aujourd'hui? Non, je dis à l'époque. À l'époque. À l'époque. Retournez à la loi de 87, parce que la loi de 87 qui a été votée par l'Assemblée nationale, il y avait annexé à cette loi à 87 les entreprises qui devaient faire l'objet d'une privatisation. Et dans le schéma de privatisation, les services publics stratégiques devaient être exclus de ce champ-là. C'est après qu'on a élargi le champ de la privatisation pour inclure la Sonatel, SDE, ainsi de suite. Mais dans le premier schéma, ils n'y étaient pas. À cette époque, j'avais déjà quitté, bien entendu, la réforme du secteur parapublic, mais dans le premier schéma, ils n'y étaient pas. Ça ne vous gêne pas aujourd'hui que ces entreprises soient des capitaux privés? Voilà, je comprends l'explication qu'on peut donner à ce niveau-là, c'est que si vous prenez par exemple certaines de ces entreprises, et beaucoup de ces entreprises sont dans des, si je prends le cas de la Sonatel, sont dans des environnements qui bougent beaucoup, avec des technologies qui changent, des marchés qui changent, ainsi de suite. Et beaucoup de recherche et développement qui doit accompagner tout ça. C'est Sonatel qui est aujourd'hui un champion, il faut le reconnaître. Donc les ressources à mobiliser pour accompagner ce développement-là, peut-être que l'État ne les avait pas toujours. Donc c'est une des raisons qui explique aussi la privatisation ou l'ouverture du capital de ces entreprises-là, pour faire venir des partenaires qui vont injecter des ressources qui permettent d'accompagner la croissance voulue de l'entreprise. Oui. Mais les entreprises privatisées ont-elles fait mieux que les entreprises publiques? Si je constate par exemple, en tout cas la Sonatel, vous dites vous-même que c'est un champion, la SDE a connu beaucoup de problèmes avant qu'elle ne soit privatisée. Aujourd'hui, le schéma de privatisation qui a été retenu pose problème parce que il y a quand même un domaine d'investissement très lourd qui reste entre les mains de l'État, le renouvellement des équipements et tout ça. Est-ce que le cadre de l'affermage qui est retenu permet de générer des ressources pour accompagner, disons, ce renouvellement des équipements? J'avoue que je n'ai pas les éléments pour me prononcer sur ce dossier-là. Il faudrait revoir le schéma un peu? Non, je dis pas qu'il faudrait revoir. Il faudrait surtout veiller à ce que ce schéma permette de générer les ressources nécessaires pour faire les investissements dont on a besoin. Mais quand on voit déjà les difficultés qu'on a eues avec l'usine de Montmartre et tout ça, on peut se poser des questions sur la disponibilité de ces ressources. Et puis il y a la Sénélec aujourd'hui. La Sénélec aujourd'hui,
qui est resté quand même entre les mains de l'État. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que la Sénélec a fait l'objet d'une privatisation, est revenue dans le champ de l'État, et on se rend compte aujourd'hui que la Sénélec retrouve la performance. Comme quoi, Mahmoud, le point important, parce que vous avez parlé des institutions de Bretton Woods, il faut quand même souligner qu'il y a eu beaucoup d'idéologie dans les approches de ces gens-là. L'idéologie, c'est quoi? C'est de dire le marché, de faire du marché une sorte d'icône qui peut régler les problèmes, et le fait de stigmatiser les Africains incapables de faire une gestion moderne. Or, aujourd'hui, sans le connaître, je ne connais pas le directeur général de la Sénélec. Mohamed Makhtar Cissé. Non, je sais qui c'est, mais je veux dire, je ne le connais pas personnellement. En regardant comme les Sénégalais ce qui se passe et le travail qu'il fait, on se rend compte que c'est un jeune Africain qui est là, entouré d'Africains, qui redresse une entreprise et qui arrive à des performances. Donc, toute cette idéologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait pu dire, bon, certaines entreprises stratégiques peuvent rester dans le champ de l'État, mais il faut mettre des managers, il faut mettre des gens sérieux pour gérer ça. Et Sénélec aujourd'hui est bénéficiaire. Tout à fait. On va s'intéresser à l'évolution de l'administration sénégalaise. Mahmoud a dégraissé, on a connu aussi des déflations à l'époque, une administration lourde, une administration corrompue, certains même le disent. Aujourd'hui, il y a une réforme de cette administration. La volonté du pouvoir actuel, c'est de la moderniser, c'est d'en faire une administration de développement. Mais intéressons-nous aux évolutions. BOM sous Senghor, moins d'État, mieux d'État, slogan cher à Abdou Diouf. Wade, c'est l'agencisation. Avec Wade, on avait perçu un manque de confiance dans l'administration sénégalaise, et qui a fait qu'il y a eu la création de beaucoup d'agences. Le président Macky Sall qui revient, qui garde certaines agences, qui fusionne certaines d'entre elles, mais qui ressuscite le BOM. Votre analyse de cette évolution? Alors, moi, je pense que... Comme il a ressuscité la CRI qu'Abdou Diouf avait créé un moment, mais qui était un peu tombé en désuétude. Tout à fait. Je pense que le président a raison d'insister sur la réforme de l'administration. D'ailleurs, on ne pourra pas atteindre les objectifs qu'il nous fixe pour 2035 avec le PSE et tout ça, si on n'a pas une administration réformée pour accompagner ça. Il faut bien que quelque part, vous ayez une structure de pilotage, disons, de toutes ces avancées. Et en insistant sur la réforme de l'administration, en insistant sur la décentralisation, donc aller plus loin dans la décentralisation et dans la responsabilisation des populations, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la décentralisation vient du BOM. C'est 72, il y avait même une section qui animait ça. Donc je pense que le président a raison d'insister sur la réforme de l'administration. Mais encore une fois, sur le volet qui m'intéresse, moi, c'est le volet sur les hommes, c'est-à-dire sur la formation des hommes, sur les systèmes de gestion des ressources humaines qui sont mis dans les administrations. Je n'ai pas eu l'honneur ou le bonheur de participer aux études qui ont été menées sur la réforme de l'administration. Je connais des amis qui ont participé à ça. Malheureusement, je n'ai pas pu. C'était une période où j'étais occupé à d'autres activités. Je n'étais même pas au Sénégal à cette période-là. Mais je pense que c'est une chose qui est nécessaire. Cette évolution de l'administration, c'est une chose qui est nécessaire. Parce que c'est dans l'administration, par la formation des hommes, par leur motivation, qu'on va arriver à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de création de richesse et d'émergence. Oui, et une question de Mbach Mapaté, j'avais oublié un peu les auditeurs qui ont réagi sur les réseaux sociaux aussi. Quelle analyse faites-vous de l'administration sénégalaise sous Diouf? Bon, vous y avez répondu, en tout cas, ne serait-ce qu'en partie, et celle d'aujourd'hui par rapport aux problèmes manifestes dus au non-respect des ordres de travail et la corruption. Oui, alors, sur la corruption, je ne voudrais pas me prononcer là-dessus, je n'ai pas d'expérience directe en disant tel, mais de toute façon, si on condamne la corruption, enfin si on pointe la corruption, il faut pointer les corrupteurs. Oui. Corrompus et corrupteurs, dans le même sac. Dans le même sac, s'il faut. Mais ce que je peux dire sur quelle est la question? Revenez là-dessus. Oui, la question c'est que il parle même du non-respect des heures de travail. Oui, voilà. L'analyse que vous avez de l'administration sénégalaise aujourd'hui. Voilà. Moi, je pense que aujourd'hui,
le problème du respect de l'assiduité, c'est le problème aussi du comportement des responsables. C'est le problème, je crois qu'aujourd'hui, dans tous les systèmes administratifs, il est difficile au patron de demander aux gens de respecter les horaires si lui-même il ne les respecte pas. C'est très difficile. Donc, c'est par là-haut qu'il faut donner l'exemple. Arriver à l'heure, exiger de ses collaborateurs directs d'arriver à l'heure, parce que dès que vous arrivez, vous leur montrez que vous êtes là et que vous avez besoin d'eux. Eux, ils vont exiger après de ceux qui sont avec eux de respecter les horaires, ainsi de suite. Et vous écrivez d'ailleurs dans le livre, l'administration publique africaine, résultat un peu de vos recherches, se révèle incapable d'appliquer les règles de bureaucratie webérienne et impuissante à satisfaire les besoins exprimés par les citoyens parce qu'elle se caractérise par l'ethnicisation, le clientélisme et la centralisation. Et pour illustrer les fonctionnements qui en résultent, on cite pêle-mêle le sureffectif dû à la mentalité communautaire, les agents absents pour une cérémonie familiale ou le directeur en déplacement dans son fief politique pour y animer un meeting. On est à la veille d'élections législatives d'ailleurs. C'est le temps d'alerter, non? C'est l'occasion d'alerter, non? Ce que j'ai dit là, oui. C'est pas moi qui... Oui, c'est pas vous, mais... Voilà, c'est la stigmatisation. Oui, la stigmatisation. Qui est faite par certaines recherches. Bon. Mais qui n'ont pas totalement tort, on est bien d'accord, hein? Oui, mais... Sur le directeur qui va en campagne et qui laisse l'entreprise. Oui, mais c'est pas une caractérisation qui est liée à la culture africaine. C'est ça que je critique. C'est-à-dire qu'on ramène ça à la culture africaine. J'ai dit non. Parce que l'idée qu'on se fait de... Mais Doubman Dong Bokomachekogan aussi. Même si c'est une réalité dans d'autres cultures. Non, je veux dire que même si c'est une réalité, on ne peut pas l'expliquer par la culture africaine. Oui, bien sûr. C'est ça que je veux dire. Oui, ça c'est la stigmatisation. Voilà, très bien. Voilà. Très bien. Voilà. On se comprend. C'est qu'on ramène à la culture africaine. En disant que c'est comme ça, c'est parce que on est en Afrique, quoi. Oui. L'expérience de management maintenant qui vous a le plus marqué, Tidiane Sylla? Bon, moi, disons qu'il y en a deux, mais je vais parler surtout de l'une. Il y a bien sûr l'école de gestion. D'ailleurs, c'est les deux dont je parle dans les livres. C'est l'école de gestion qui a donné le CESAG et c'est Dakar Marine. Parce que c'est deux expériences totalement différentes. L'école de gestion, c'était une création. C'est une création après une tentative qui a échoué. Et il fallait vraiment mobiliser les partenaires, leur faire partager une vision, mobiliser les secteurs privés et arriver à créer quelque chose qui a donné le CESAG aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde le CESAG, c'est un des plus beaux projets financés, disons, par la Banque mondiale en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, en tout cas en Afrique de l'Ouest francophone. Dakar Marine, c'est une autre expérience. Parce que entre le BOM et l'école de gestion, il y avait une continuité d'expérience. C'est-à-dire j'étais responsable de la section formation du BOM. Quand j'arrive pour créer le GE qui donne le CESAG, j'étais dans la continuité de quelque chose que je connais, qui était dans ma formation initiale et tout. Quand je vais à Dakar Marine, c'est différent. Je vais dans une entreprise industrielle avec des cols bleus. Je n'avais jamais eu... Quand j'étais à Dakar Marine, j'étais entouré d'une 50aine d'ingénieurs, ainsi de tout ça. Donc j'étais dans un univers dont je ne connaissais pas même le langage à cette époque-là. Le langage technique de la réparation navale, je ne connaissais pas. Donc j'avais une formation MBA. Voilà. Donc j'arrive dans ce monde-là et je me suis rendu compte que il a fallu se mettre dans une position d'apprentissage. Il a fallu se mettre dans une position d'écoute. Il a fallu... mettre des collaborateurs en confiance pour qu'ils vous apportent ce qui vous manque pour arriver à conduire cette mission de redressement qui va déboucher sur la privatisation actuelle qui a donné Dakarnave aujourd'hui. Donc c'est une expérience effectivement qui m'a énormément marqué, qui m'a fait découvrir sur le terrain le monde industriel, qui n'était pas un secteur dans lequel j'avais eu l'habitude d'évoluer. Oui. Oui, et puis il y a eu également votre expérience du tourisme, du transport aérien. Vous avez géré ce département. Quand vous regardez aujourd'hui ces deux secteurs, il y a d'ailleurs une articulation entre les deux. Tourisme, transport aérien, vous en dites quoi? Alors, il faut bien souligner effectivement que j'ai été pour la première fois, c'est quand j'ai pris ce ministère que il y avait un ministère du tourisme et du transport aérien. Donc c'était une idée de Abdou Diouf qui avait compris la synergie qui devait exister entre ces deux secteurs
Et quand il l'a créé, pour bien montrer que il avait sa vision et il voulait que cette vision soit concrétisée. Tidjane Sylla, pionnier ou cobaye. Voilà, j'étais son secrétaire général de la présidence et puis il m'a envoyé là-bas. Oui. Bon, donc je savais donc ce qu'il attendait de ce département-là. Et quand je suis arrivé au ministère, donc j'ai tout de suite mis les deux acteurs qui devaient travailler en synergie, le monde du tourisme et le monde du transport aérien. Et c'est là qu'on a commencé à faire les chartérisations sur la destination pour ouvrir cette destination-là. Oui. C'est là aussi qu'on a fait les premiers vols directs. C'est nous qui avons ouvert les vols directs sur le Cap Skirring. Parce que quand j'arrive au ministère en 93, à cette époque-là, il y avait, c'était après l'accident de Kafountine, les événements qui s'étaient passés en Casamance, le Club Med était en train de fermer. Et s'il n'y avait pas eu les vols directs sur le Cap Skirring, et le financement qu'on avait trouvé pour la réhabilitation des hôtels, le tourisme aurait connu des problèmes pires. Mais un tourisme sénégalais toujours orphelin d'une compagnie aérienne. Vous avez suivi un peu Sénégal Airlines, Air Sénégal International. On parle aujourd'hui d'Air Sénégal qui va encore être créé avec près de 200 milliards de francs CFA que cela va nécessiter. Comment comprenez-vous ces échecs de notre compagnie aérienne nationale et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, moi, je pense que là aussi, l'histoire est toujours une donnée importante. Comment on en est arrivé là, d'abord? Dans le transport aérien, il faut bien comprendre que c'est un secteur qui a complètement changé. Et à l'époque, l'idée était de réformer Air Afrique et de permettre à des compagnies nationales d'exister pour maintenant positionner Air Afrique sur certains hubs comme Dakar, Abidjan, Brazza, par exemple. Parce qu'à l'époque, dans la convention de Yaoundé, chaque capitale du pays membre devait être reliée à l'étranger à partir toutes les semaines. Ça, c'était un des problèmes de gestion d'Air Afrique, par exemple. Je ne dis pas que c'était tous les problèmes, mais c'était un des problèmes. Donc, il fallait avoir des hubs, Dakar, Abidjan, mettons Brazza, et avoir maintenant des compagnies régionales, nationales, qui servent de feeder à cette compagnie-là. Donc il fallait aussi libéraliser la zone de la multinationale pour ça, pour permettre ce développement-là. Malheureusement, Air Afrique a disparu et une partie du schéma est restée. Et une partie du schéma est restée, à mon avis, mal appliquée. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas j'ai fait l'expérience, si vous prenez un billet dans une des compagnies, vous ne pouvez pas l'utiliser dans une autre compagnie. Vous prenez un billet à Sky, vous pouvez l'utiliser sur Air Ivoire. Bon. Donc ça pose des problèmes. Les marchés sont très très cloisonnés. Or, dans le transport aérien, il y a une réalité stratégique. C'est le coût du kilomètre siège. Si le coût du kilomètre, parce que plus le coût du kilomètre siège est bas, plus vous pouvez avoir des prix bas, plus vous pouvez avoir à ce moment-là une offre qui répond. Tant que vous restez dans des trucs étroits avec un coût du kilomètre siège élevé, vous ne pouvez pas avoir des prix intéressants, vous ne pouvez pas rentabiliser. Vous avez beau me remettre des capitaux. Aujourd'hui, pour moi, pour finir sur cette question, qu'est-ce qu'il faudrait faire? La réponse ne se situe pas au niveau du Sénégal, ça se situe au niveau de l'UOMOA. Je pense que c'est les ministres des Transports de l'UOMOA qui doivent s'asseoir et définir quelle doit être la politique de transport aérien dans ce cadre-là et voir quelles vont être les conditions pour optimiser le fonctionnement de ces compagnies-là à l'intérieur de cet espace UOMOA. Pour vous, il ne sert à rien que chacun ait sa compagnie nationale et sans limiter là. Ils ne s'en sortiront pas. Ils n'auront jamais un coût du kilomètre siège compétitif pour survivre sur le long terme. Réflexion intéressante. Mais sur le tourisme, il y a quand même Hassan Niang qui fait cette réflexion intéressante. Pendant que René l'Espoir au sud, il parle de Cap Skirring, Diamniadio prépare le relais pour le tourisme d'affaires, Pointe-Sarène est à la traîne, Saly agonise, Saint-Louis aux oubliettes, Saint-Louis votre ville d'ailleurs. Peut-on penser à une mauvaise politique sectorielle, à une incompétence, à une cacophonie ou à un déclin? Voilà, c'est un peu... l'interrogation d'Hassan Niang. Il est certain que le tourisme, d'abord, il faut dire ça, est frappé par la conjoncture internationale. Mais elle n'explique pas tout. La conjoncture internationale aujourd'hui fait que les voyages touristiques ont diminué et tout ça. Les flux ont diminué. Maintenant, au niveau de notre pays, je pense que aujourd'hui, en tout cas j'ai participé à un diagnostic du secteur il n'y a pas longtemps.
l'articulation qu'il faut créer avec les professionnels, je pense qu'elle est insuffisante. Deuxième chose, aujourd'hui, les données statistiques qui permettent le pilotage du secteur sont aujourd'hui insuffisants non plus. Il y a des lacunes à ce niveau-là. Je pointe ces deux faiblesses, par exemple. Dernière chose, Tidjane Sylla, c'est une question politique, toujours socialiste, militant du Parti socialiste. Militant non, mais socialiste de cœur, oui. Et que pensez-vous des remous que connaissent votre ancien parti, le Parti socialiste, avec l'incarcération déjà du maire Bamba Fall à la suite d'incidents, mais Khalifa Sall à propos de la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar qui est aujourd'hui incarcérée. Juste un petit commentaire en 30 secondes. Oui, je ne peux pas me prononcer sur les questions qui sont pendantes devant la justice aujourd'hui, mais ce que je peux dire, ce que je regrette avec beaucoup de Sénégalais, c'est le manque de confiance ou la défiance qui s'est installée dans les rapports entre les acteurs politiques. Oui. De manière générale, et au sein du PS. Au sein du PS compris. À qui la faute? Je pense que c'est comme dans les couples, la faute est toujours partagée. Très bien. La faute est toujours partagée. Merci Tidjane Sylla. Je rappelle que vous avez été ministre sous la présidence Abdou Diouf. Vous avez été secrétaire général de la présidence de la République à l'époque ancien du BOM, le fameux bureau organisation et méthode disparu un moment qui est aujourd'hui revenu. Tidjane Sylla, vous êtes enseignant en management au CESAC et à l'IAM, auteur de ce livre très intéressant. Je le recommande aux auditeurs, surtout ceux qui sont intéressés par le management. Management en contexte africain, l'ethnologique en question, publié aux éditions L'Harmattan, émission présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Abdoulaye Diop, digital manager Maguette Koulibaly. Dans un instant, le journal de midi, Barthélémy Ngom. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Midi, c'est l'heure du journal. À la une de l'actualité, Saint-Louis, les victimes de l'avancée de la mer rencontrent d'énormes difficultés dans leur site d'hébergement. Elles manquent d'eau, d'électricité et de sécurité. Un constat de la section Manko Watou Sénégal. La coalition de l'opposition va d'ailleurs déposer un mémorandum sur la table des autorités pour réclamer une commission d'enquête sur les 68 logements sociaux attribués aux rescapés de Guet-Ndar. La misère des chauffeurs, receveurs et contrôleurs des minibus AFTU. Cas d'avortement, absence de congé, salaire misérable, heures de travail excessives et la liste n'est pas exhaustive. Hier, ils étaient en assemblée générale. Au finish, une menace, celle de paralyser le secteur dans les jours à venir. Une plateforme revendicative articulée plutôt autour de 14 points a été déjà déposée. Macky Sall n'a pas le temps du verbiage, il est plutôt dans l'action pour développer le Sénégal. Mor Ngom, ministre conseiller, répond ainsi aux détracteurs du président de la République. Dimanche 9 avril 2017, il y a 28 ans éclaté le conflit sénégalo-mauritanien, des événements sanglants qui avaient fait plusieurs morts de part et d'autre. Conséquence, rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Plus jamais ça, disent les réfugiés mauritaniens établis au Sénégal. Ils se considèrent comme des apatrides au regard des difficultés qu'ils vivent au quotidien. Sport, l'attraction ce dimanche, c'est la lutte avec le choc. Sathies Ness, un combat ficelé par GFM Entertainment. Comme chaque dimanche, Mohamed Ali Mouba sera avec nous pour la revue des hebdos. Bienvenue à tous. Barthélémy Ngom. Abdoulaye Diop est à la technique. Saint-Louis, la section Manko Watou Sénégal au chevet des victimes de l'avancée de la mer. La coalition s'est rendue au niveau des sites d'hébergement, notamment à Khariala. Sur place, Manko Watou Sénégal a dénoncé les conditions de vie des sinistrés. Pas d'eau, pas d'électricité, encore moins de sécurité. Les responsables de cette coalition de l'opposition vont d'ailleurs adresser un mémorandum aux autorités pour exiger une commission d'enquête sur les 68 logements sociaux attribués aux rescapés de Guet-Ndar. Là-dessus, nous écoutons le docteur Abdoulaye Ndoye au micro de Mohamed Nabi Silla. Manko Watou Sénégal à Ndar, elle est en visite aujourd'hui dans la langue de Barbarie chez les sinistrés de Guet-Ndar. Plusieurs maisons de Guet-Ndar ont été englouties par les flots. Vraiment, c'est une détresse véritable pour ces familles. Mais ce qui est le plus marrant dans cette détresse, c'est qu'en réalité, ces familles en détresse manquent de manière criarde donc l'appui et le soutien justement des autorités. C'est surtout ça qu'il faut déplorer. Nous ne sommes pas arrêtés à la langue de Barbarie. Nous sommes partis
disons, au centre de recasement de Carial. Ces gens sont laissés à eux-mêmes, sans eau, sans sécurité, sans électricité. Je ne vous parle même pas de l'assainissement. Il y a même des chiens errants qui exploitent les lieux. On va écrire un mémorandum qu'on rendra à la mairie, mais également le gouverneur et le préfet du département. Parce que l'injustice qu'il y a dans ces logements mérite qu'il y ait une commission d'enquête. C'était donc Abdoulaye Ndoye au nom de Manko Watu Sénégal, section Saint-Louis. Macky Sall n'a pas le temps du verbiage. Il est plus dans l'action pour développer le Sénégal. Mor Ngom, son ministre conseiller, répond ainsi aux opposants qui s'en prennent au chef de l'État. Il présidait le meeting de rentrée politique de Hassan Dia, chef comptable au port autonome de Dakar. Babacar Diouf. Le renforcement de la démocratie au Sénégal est une réalité. L'avis du ministre conseiller Mor Ngom, il l'a dit hier à Bombay lors du meeting de rentrée politique de Hassan Dia. Il est chef comptable au port autonome de Dakar. Un pays où il n'y a pas de démocratie, on ne pourrait pas vivre ce que nous avons vécu à Dakar hier. Donc le président Macky Sall a largement fait avancer la démocratie dans notre pays. Le Sénégal est sur les rampes de l'émergence, a-t-il dit, et c'est la seule réponse qui vaille pour des politiciens qui sont en somnolence. Ce qui s'est passé hier à Dakar montre qu'il y a encore des Sénégalais qui dorment et c'est le moment de les réveiller. Le PUDC, c'est l'action. Plus de 200 forages dans ce pays, plus de 1000 km de pistes dans ce pays. En tout cas, ici, dans ce département de Bambey, comme on compte, avec les doigts de la main, les villages qui ne sont pas encore électrifiés. Ce qu'a confirmé Hassan Dia, le nouveau militant de l'Alliance pour la République, qui faisait sa rentrée politique. Travailler aux côtés de mon ministre, M. Mor Ngom, et de travailler aux côtés de mon président, son Excellence, M. Macky Sall. Ce que j'ai fait, c'est de descendre sur le terrain et de parler aux populations bambéyoises et de massifier, de fédérer pour que tous nous soyons unis au niveau de l'APR pour remporter les élections aussi bien législatives que présidentielles. Ce meeting qui s'est tenu dans le quartier Léona de Bombay a enregistré l'essentiel des responsables de la mouvance présidentielle à Bombay. Bombay, RFM, Babacar Diouf. Élection législative du 30 juillet prochain, Boss Douniak pourrait faire cavalier seul. Eh bien, c'est parce que son leader, Mansour Sy Djamil, n'a toujours pas eu de réponse sur les conditions qu'il a posées sur la table du coordonnateur national de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il s'agit bien sûr de Macky Sall pour une éventuelle alliance en vue des prochaines législatives. Mansour Sy Djamil avec Salif Sow. C'est qu'on aille avec Macky. Nous sommes au Sénégal dans une situation très difficile. Il y a une recomposition du landerneau politique et il ne faut pas faire les nouveaux choix. Nous sommes dans un Sénégal qui est différent de 2012. Nous sommes dans un Sénégal qui a du pétrole et du gaz. Il y a des enjeux énormes et dans ces enjeux-là, il faut faire les bonnes alliances. Situation du PS, dislocation. Situation de l'AFP, dislocation. Même la situation de la paix, ce n'est pas la dislocation, mais quand même ceux qui ont une exhibit de très grands responsables. Dans le parti du président, divergence avec diversité Bob est une menace non seulement pour Benno Bokk Yakaar, mais c'est une menace pour la sécurité du pays. La présence, l'existence de Boss Douniak les gêne, mais Boss Douniak